Perth, Australie-Occidentale, 15 août 2020, minuit. La banlieue était plongée dans l'obscurité, avec seulement le scintillement occasionnel des lampadaires illuminant faiblement la route déserte. Une maison à la périphérie restait silencieuse, mais à l'intérieur il y avait une agitation sourde. Dans la faible lumière d'une seule lampe, de faibles ombres dansaient sur les murs, accompagnées de voix élevées. Ce n'était pas seulement une dispute, c'était quelque chose de plus, quelque chose d'intense et de dérangeant, presque primal dans sa férocité. Soudain, un grand fracas a brisé l'air, comme si quelque chose de lourd avait heurté le mur. C'est alors que le bruit indubitable d'un coup de feu se fit entendre. Le temps semblait se figer. Le silence qui suivit fut assourdissant, remplissant l'espace comme un épais brouillard. Hors de la maison, on ne voyait personne. Personne n'a été témoin de la scène, mais le bruit sourd de l'arme à feu a percé le calme de la nuit, comme si elle la traversait comme un éclat de verre. Quelques minutes après la fusillade, la police de Perth a reçu un appel frénétique au service d'urgence. Une voix de femme, tremblante et terrifiée, a signalé une fusillade et a déclaré que quelqu'un avait été blessé. « Il ne bouge pas. Oh mon Dieu, au secours !» La femme a crié, sa voix se brisant. Le répartiteur a immédiatement dépêché une unité de patrouille et les agents sont arrivés sur place en quelques minutes. Des lumières clignotantes ont révélé une femme debout dans la cour, visiblement secouée. Elle était pâle, ses yeux étaient écarquillés de terreur et tout son corps tremblait de manière incontrôlable. À l'intérieur de la maison, le chaos attendait les agents. Le corps de James Watson, 38 ans, gisait dans le salon. Son corps était tordu dans une position anormale, ses yeux étaient grands ouverts et une mare de sang sombre avait commencé à se répandre sur le sol. Du sang imprégnait la moquette, tachant les meubles et les murs. Les agents ont rapidement remarqué des signes de lutte. Les chaises ont été renversées et il y avait des marques d'impact évidentes sur les meubles et les murs. La pièce entière était en désordre, signe d'un violent affrontement avant le coup de feu. À côté du corps se trouvait un fusil de chasse dont le canon était pointé vers la porte. À première vue, il semblait que quelqu'un était entré par effraction dans la maison, mais il n'y avait aucun signe d'effraction. Les policiers ont bouclé la zone et ont appelé des détectives et des équipes médico-légales pour recueillir des preuves. Il était clair pour eux qu'il ne s'agissait pas d'un simple crime commis au hasard, mais que derrière cela se cachait quelque chose de beaucoup plus complexe. La femme qu'ils ont trouvée sur la pelouse a été identifiée comme étant Catherine Watson, l'épouse de James. Elle était sous le choc et les ambulanciers présents sur les lieux ont tenté de la calmer. Ses mains étaient couvertes de sang et elle était trop désemparée pour parler de manière cohérente. Lorsqu'ils l'ont emmenée au poste de police, tout ce qu'elle a pu dire, c'est « Je n'en avais pas l'intention, je ne savais pas que ça finirait comme ça ». Les chercheurs ont commencé à chercher des réponses. La première étape a été d'interroger les voisins, mais personne n'avait rien entendu d'inhabituel avant le coup de feu. Un voisin, un homme âgé nommé Mark Ridley, a mentionné avoir vu Catherine et James rentrer ensemble à la maison ce soir-là. Il semblait tendu, mais il n'y prêtait pas beaucoup d'attention. La police a pris note de sa déclaration, même si elle n'a fourni aucun indice important. Pendant ce temps, les experts légistes à l'intérieur de la maison ont découvert de plus en plus de preuves, suggérant que le conflit avait commencé bien avant la fusillade. Sur la table de la cuisine, ils trouvèrent une enveloppe ouverte. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents et photographies. Au début, elles ne semblaient pas particulièrement importantes, mais en y regardant de plus près, les chercheurs ont remarqué que certaines photographies capturaient des moments personnels de la vie de famille. Ces images pourraient potentiellement être la clé pour comprendre le motif de l'incident. Les détectives ont travaillé pour reconstituer les événements de cette nuit-là. Vers 20 h, Catherine et James rentrent chez eux après un dîner tendu au restaurant. Le dîner avait été inconfortable, mais rien ne laissait présager la tragédie à venir. À un moment donné, James a mentionné qu'il devait partir et s'occuper de quelque chose, mais Catherine a insisté pour qu'il reste. Elle lui a dit qu'il y avait quelque chose dont ils devaient discuter. De retour chez eux, Catherine leur propose de se détendre autour d'un verre et de passer la nuit paisiblement. Il laissa James dans le salon et monta à l'étage, emportant l'enveloppe avec lui. James, apparemment ignorant de ce qui allait arriver, resta en dessous. Catherine descendit finalement les escaliers, tenant fermement les documents dans ses mains et le visage inexpressif. Il posa l'enveloppe sur la table devant lui et resta là, attendant sa réaction. James vit l'enveloppe et son expression changea. Il essaya de rester calme, mais la tension dans la pièce était indéniable. Catherine ne dit pas un mot, mais son regard disait tout. Un lourd silence planait dans l'air. C'est à ce moment-là que tout a changé. Une violente dispute éclata entre eux, qui se transforma rapidement en dispute. À un moment donné, James a tenté de saisir l'enveloppe, mais Catherine l'a retenu et a refusé de lâcher les documents. Alors que les enquêteurs examinaient la pièce où la fusillade a eu lieu, ils ont découvert une chaise cassée qui semblait avoir été utilisée comme arme. Des papiers et des photographies étaient éparpillés sur le sol,
dont certains étaient tachés de sang. Toutes les preuves indiquaient une dispute à propos des documents entre James et Catherine. Les détectives ont conclu que le coup de feu avait été tiré alors que James tentait de prendre quelque chose à Catherine. D'après les marques sur le tapis et la position du fusil de chasse, il était clair que Catherine avait appuyé sur la gâchette. Lorsque la police a accédé au téléphone de James et Catherine, elle a découvert plusieurs détails intrigants. Le téléphone de James avait été éteint à 22h30, ce qui était inhabituel compte tenu de son comportement habituel. Les images de surveillance d'une caméra à l'extérieur de son domicile ont confirmé que James était parti à peu près à ce moment-là, mais qu'il était revenu 10 minutes plus tard. Ce qu'il a fait pendant ces quelques minutes restait un mystère. Catherine, encore sous le choc lorsqu'elle a été amenée au commissariat, n'a pas été en mesure de donner une explication claire de ce qui s'était passé. Selon elle, ils avaient commencé à se disputer et, à un moment donné, les choses sont devenues incontrôlables. Il a affirmé ne pas se rappeler comment il avait fini par utiliser le fusil de chasse. Les détectives ont clairement noté le stress qu'il subissait, mais ils ont également senti qu'il y avait plus dans son histoire. Les enquêteurs ont commencé à approfondir la relation entre les Watson. Le couple était marié depuis 10 ans, n'avait pas d'enfants et semblait mener une vie tranquille. Cependant, les voisins ont noté que James avait passé moins de temps à la maison ces derniers mois, ce qui avait éveillé des soupçons à l'égard de Catherine. Personne ne connaissait la nature exacte de ce qui se passait entre eux, mais la tension dans leurs interactions n'était pas passée inaperçue auprès des amis proches et des voisins. L'enquête a également révélé qu'une semaine seulement avant l'incident, Catherine avait contacté un détective privé. Les raisons n'étaient pas claires, peut-être qu'elle rassemblait des preuves contre son mari, mais on ne savait toujours pas exactement sur quoi elle enquêtait. La nuit même, la police a reçu les résultats de l'analyse médico-légale de l'arme trouvée sur les lieux. Les empreintes digitales de James ont été découvertes sur le fusil de chasse, mais elles semblaient étranges, comme s'il ne l'avait manipulé que brièvement. Cela a amené les détectives à se demander, quelqu'un d'autre aurait-il pu utiliser l'arme au moment critique? Le matin après l'incident, la police de Perth est retournée au domicile de Catherine et James Watson. La scène du crime est restée fermée et les équipes médico-légales ont continué à rassembler des preuves, tandis que les détectives s'efforçaient de dresser un tableau plus clair de ce qui s'était passé. À première vue, il s'agissait d'une soudaine explosion d'agressivité lors d'une dispute, mais les détails soulèvent des questions sur la simplicité de cette explication. Le détective Richard Hale, qui dirigeait l'enquête, a décidé de revoir à nouveau les images de surveillance pour s'assurer que rien n'avait été oublié. Les images montraient James quittant la maison à 22h30 et revenant 10 minutes plus tard, mais il y avait une légère incohérence entre les plans. La vidéo le montrait en train de parler à quelqu'un dans une voiture garée le long du trottoir. La caméra a capturé une silhouette sombre, mais le visage de la personne à qui James parlait était impossible à distinguer. Hale a réalisé que cela pourrait être un indice crucial et a commencé à enquêter sur qui aurait pu se trouver à l'extérieur de la maison à ce moment-là. Pendant ce temps, les détectives poursuivaient leur deuxième série d'interrogatoires avec Catherine, mais son état mental restait instable. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne se souvenait pas de la façon dont les choses avaient dégénéré et a affirmé que tout s'était passé trop vite. Ses paroles étaient confuses et ses yeux semblaient vides. Cependant, le détective Hale a remarqué un bref changement dans son expression lorsqu'il lui a posé des questions sur la voiture vue dans les images de surveillance, comme s'il essayait de cacher quelque chose. Parallèlement, les enquêteurs ont soigneusement examiné le contenu de l'enveloppe retrouvée sur les lieux. En fait, à l'intérieur se trouvaient plusieurs photographies prises par un détective privé. Les photos montraient James avec une jeune femme, mais son visage était toujours masqué. Le rapport de l'enquêteur détaille plusieurs lieux où ils s'étaient rencontrés. Un café au centre de Perth, un parking de centre commercial et un motel à la périphérie de la ville. Cependant, le nom de la femme n'est pas mentionné dans le rapport. Hale a conclu que Catherine avait engagé un détective privé pour suivre son mari, mais le lien entre ces photographies et le crime n'était toujours pas clair. Les enquêteurs ont décidé de se rendre au bureau du détective privé mentionné dans le rapport. Ils l'ont trouvé avec un homme nommé Thomas Morgan, qui semblait quelque peu mal à l'aise lorsqu'il a vu les détectives. Morgan a confirmé que Catherine l'avait contacté environ 2 semaines plus tôt, affirmant que son mari avait agi de manière suspecte. Elle le soupçonnait d'être infidèle, mais n'a pas donné beaucoup de détails. Morgan a montré au détective des copies de photographies prises au cours d'une semaine de surveillance. Les images montraient clairement James rencontrant la femme, même si son visage était toujours caché. Soit il se détournait, soit il portait une cagoule. Morgan a affirmé qu'il avait donné tous les documents collectés à Catherine juste un jour avant l'événement tragique. Le détective Hale est retourné vers Catherine et lui a montré les photographies prises par le détective privé. Sa réaction resta impassible, mais elle reconnut qu'elle soupçonnait James d'être infidèle. Elle a déclaré qu'elle avait l'intention de le confronter aux preuves lors d'une discussion familiale pour découvrir la vérité et décider de l'avenir de leur mariage. Cependant, elle a affirmé qu'elle n'avait jamais eu l'intention de lui faire du mal.
Selon elle, les choses sont devenues incontrôlables lorsque James a vu les photos et l'a accusé de l'espionner. Il a affirmé que la dispute s'était transformée en une lutte physique et finalement en une fusillade mortelle, mais il ne se souvenait pas exactement de la façon dont cela s'était produit. Alors que les détectives tentaient de déterminer si le récit de Catherine était vrai, ils ont reçu des résultats médico-légaux à partir des empreintes digitales trouvées sur le fusil de chasse. Même si les empreintes digitales de James étaient présentes, les experts légistes ont déterminé qu'elles avaient été placées sur l'arme bien avant qu'elle ne tire. Catherine a affirmé que l'arme était conservée dans la maison pour sa protection et a insisté sur le fait qu'elle ne l'avait jamais touchée. Cette déclaration contredisait les conclusions médico-légales et les enquêteurs ont commencé à soupçonner que quelqu'un avait falsifié l'arme dans le but d'induire la police en erreur. Les images de surveillance de James parlant à quelqu'un dans une voiture sont devenues des preuves clés. Le détective Hale a envoyé une copie de l'enregistrement pour une analyse plus approfondie, dans l'espoir d'identifier la plaque d'immatriculation de la voiture et de découvrir qui aurait pu se trouver à l'extérieur de la maison des Watson cette nuit-là. En attendant les résultats, les détectives ont examiné les enregistrements téléphoniques de Catherine et James à la recherche d'indices supplémentaires. Ils ont découvert que la nuit de l'incident, Catherine avait envoyé plusieurs SMS à sa sœur Lisa. Le contenu des messages a suscité des soupçons. Cela ressemblait à des tentatives pour expliquer ou justifier quelque chose. Un message a été lu, « Je ne voulais pas que cela se passe ainsi ». Un autre contenait une demande de rendez-vous. Lisa n'avait pas répondu à ces messages, ce qui a alarmé Hale. Il décide de l'appeler pour l'interroger et savoir si elle savait quelque chose sur les événements de cette nuit-là. Lorsque Lisa est arrivée à la gare, elle semblait tendue. Il a confirmé qu'il avait parlé à Catherine la veille, mais pas la nuit de l'incident. Selon Lisa, ils avaient parlé d'une prochaine réunion de famille. Elle a affirmé ne rien savoir de ce qui s'était passé et a déclaré qu'elle était restée à la maison toute la nuit. Cependant, son comportement nerveux et ses réponses hésitantes ont déclenché des signaux d'alarme pour les détectives. Hale a décidé de vérifier ses relevés téléphoniques et ses données de localisation pour vérifier son alibi. Alors que l'interrogatoire se poursuivait, les enquêteurs ont reçu les résultats de l'analyse des vidéos de surveillance. La plaque d'immatriculation de la voiture garée devant la maison des Watson appartenait à Lisa. Cette révélation a accru ses soupçons et Hale a changé son approche pendant l'interrogatoire et a posé des questions directes à Lisa sur où elle se trouvait cette nuit-là. Au début, elle a essayé de trouver des excuses, mais sous la pression, elle a finalement admis qu'elle était à l'extérieur de la maison lorsque James est sorti. Son explication était cependant confuse. Elle a affirmé qu'elle était venue parler à sa sœur, mais a décidé de partir après avoir vu James, sans même sortir de la voiture. Hale savait que quelque chose n'allait pas. Il a réanalysé les enregistrements téléphoniques de Lisa et a découvert que la nuit de l'incident, elle avait reçu un message de James, la pressant de venir immédiatement. Mais pourquoi James aurait-il appelé Lisa alors qu'il était censé être avec Catherine et de quoi aurait-il pu discuter en privé? Pendant ce temps, les légistes ont trouvé un autre élément de preuve crucial. Dans la chambre où Catherine a déclaré que la dispute avait commencé, ils ont découvert des traces de sang sur la poignée de porte qui ne correspondaient ni à Catherine ni à James. Cela a conduit les détectives à soupçonner qu'une troisième personne était présente pendant le conflit. Une analyse ADN a confirmé que le sang appartenait à Lisa. Désormais, les enquêteurs disposaient de preuves que Lisa était à l'intérieur de la maison, malgré ses dénégations précédentes. La police a confronté Lisa avec les nouvelles preuves. Il a essayé de se défendre, affirmant qu'il était seulement venu pour protéger Catherine, mais lorsque la dispute entre James et Catherine a commencé, il a paniqué et a tenté de partir. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'était pas impliquée dans le crime et qu'elle ne savait pas qui avait tiré sur l'homme. Cependant, son histoire est devenue de plus en plus confuse à mesure que l'interrogatoire se poursuivait. Les détectives commençaient à soupçonner que Catherine et Lisa cachaient quelque chose. Ils ont émis l'hypothèse que l'éventuelle liaison de James aurait pu déclencher un conflit entre les sœurs, mais il restait encore trop de questions sans réponse. Hale a décidé de laisser temporairement Lisa partir et lui a demandé de ne pas quitter la ville. Il sentait qu'ils étaient sur le point de résoudre le mystère, mais il manquait encore un élément de preuve clé pour découvrir pleinement la vérité sur cette nuit. Le lendemain, le détective Richard Hale et son équipe sont retournés au domicile des Watson pour une inspection plus approfondie. À chaque nouvel indice, il devenait évident qu'il ne s'agissait pas d'un simple crime. Hale sentait qu'il y avait bien plus sous la surface qu'une simple dispute familiale qui s'est terminée en tragédie. La police a de nouveau vérifié toutes les pièces pour trouver des détails susceptibles de faire la lumière sur l'affaire. Ils ont examiné attentivement les photographies trouvées dans l'enveloppe. Les détectives pensaient que les photographies des enquêteurs privés, commandées par Catherine, étaient au cœur du mobile, mais le visage de la femme sur les photographies restait flou et obscur. Cela a compliqué l'enquête, car ils n'ont pas pu l'identifier de manière définitive. Alors que l'équipe médico-légale poursuivait son travail, Hale a décidé de ramener Lisa pour l'interroger, cette fois non pas en tant que témoin,
mais en tant que suspect potentiel. Lisa semblait nerveuse, mais accepta de coopérer. Hale a choisi d'utiliser une approche plus directe et lui a présenté les résultats du test sanguin trouvé sur la poignée de porte. Il lui a demandé pourquoi son sang avait été retrouvé à l'intérieur de la maison si elle avait affirmé qu'elle n'était jamais sortie de sa voiture. Lisa essaya encore une fois de s'expliquer, mais ses réponses n'étaient pas convaincantes. Il a suggéré qu'il s'était peut-être accidentellement griffé en entrant dans la maison, mais son histoire semblait fragile. Hale s'est rendu compte que continuer à insister ne serait pas productif et a décidé de lui donner un peu de temps, même s'il était sûr qu'il y avait plus dans son histoire que ce qu'elle laissait entendre. Pendant ce temps, les enquêteurs ont analysé les enregistrements téléphoniques de Lisa et James. Ils trouvèrent plusieurs messages que James avait envoyés à Lisa juste avant sa mort. Un texte disait « Venez immédiatement », tandis qu'un autre précisait le lieu d'un rendez-vous. Les messages avaient un ton urgent, presque désespéré, laissant croire à Hale que James avait senti que quelque chose de grave était sur le point de se produire. Il a demandé à son équipe de fouiller dans leurs interactions passées pour voir s'il y avait eu d'autres réunions ou communications similaires. Les détectives ont également commencé à examiner les emails et les comptes de réseaux sociaux de James. Ils ont découvert une série de messages entre James et Lisa remontant à plusieurs semaines. Au cours de ces échanges, James et Lisa ont discuté de certaines mesures sérieuses qui devaient être prises rapidement. Les messages faisaient allusion à un plan, mais les détails étaient vagues. Hale a commencé à comprendre que la relation entre James et Lisa ne se limitait pas à un simple lien familial. Alors que l'enquête prenait de l'ampleur, Catherine restait dans un état de stress. Les détectives ont décidé de revenir vers elle pour un interrogatoire plus approfondi, dans l'espoir de clarifier les événements de cette nuit-là. Hale a commencé à lui poser des questions sur sa relation avec Lisa, mais Catherine était réticente à parler de sa sœur. Il a mentionné qu'ils étaient proches, mais que leur relation s'était détériorée ces derniers mois. Catherine n'est pas entrée dans les détails, mais elle a laissé entendre que des conflits étaient survenus dans leur famille et que tous n'impliquaient pas James. Sentant une opportunité, Hale insista plus fort et demanda si Catherine savait que James avait rencontré Lisa. Il lui montra les messages sur le téléphone de James, mais sa réaction resta neutre. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas connaissance de ces rencontres et que son seul soupçon était que James était peut-être infidèle avec une autre femme, mais pas avec Lisa. À ce moment-là, Hale réalisa que Catherine ne savait vraiment rien ou qu'elle cachait délibérément la vérité. Changeant d'orientation, les détectives ont décidé d'enquêter sur la maison de Lisa. Ils ont obtenu un mandat de perquisition et se sont rendus à sa résidence pour recueillir davantage de preuves. Au cours de la perquisition, ils ont trouvé un cahier rempli de notes sur les réunions et les appels téléphoniques avec James. Les entrées comprenaient des noms, des dates et des adresses, dont l'une était la maison de Catherine et James. Cela a confirmé que Lisa était non seulement au courant de chacun des mouvements de James, mais qu'elle planifiait peut-être également ses visites. Hale a commencé à soupçonner que Lisa avait joué un rôle central dans ce qui s'était passé. Une enquête plus approfondie a révélé une photographie chez Lisa, la montrant avec James ensemble sur la plage. L'image semblait récente et ils semblaient assez proches. C'est devenu un indice critique. Hale réalisait maintenant que James et Lisa entretenaient une relation amoureuse, une relation que Catherine n'avait pas soupçonnée ou qu'elle avait intentionnellement ignorée. Pendant ce temps, les experts légistes ont terminé l'analyse du fusil de chasse. Les résultats ont indiqué que les empreintes digitales de Lisa étaient effectivement sur l'arme, mais qu'elles étaient restées après celles de James. Cela a amené les détectives à croire que Lisa avait falsifié le fusil de chasse, alors que James était déjà blessé. Hale a commencé à soupçonner que Lisa aurait pu modifier la scène du crime pour induire l'enquête en erreur. Au même moment, les enquêteurs découvrent des images d'un hôtel où James et Lisa s'étaient rencontrés. La vidéo les montrait en train de parler, de discuter de quelque chose, avant que Lisa ne parte et que James ne reste derrière. Leur comportement était intime, fournissant une preuve supplémentaire d'une relation dont Catherine ignorait l'existence. Cela a renforcé la théorie selon laquelle Lisa et James étaient impliqués dans quelque chose de plus profond et que leur lien secret avait joué un rôle majeur dans les événements ayant conduit à cette nuit tragique. Hale a décidé d'agir rapidement. Il a appelé Lisa au commissariat et lui a cette fois présenté les nouvelles preuves, photographies, vidéos et empreintes digitales. Lisa a essayé de garder son sang-froid, mais sous la pression, elle a commencé à craquer. Il a admis qu'il avait effectivement vu James dans le dos de Catherine. Il a expliqué que leur liaison avait commencé il y a plus d'1 an, mais qu'il n'avait jamais eu l'intention de détruire le mariage de sa sœur. Tout est resté secret jusqu'à ce que Catherine commence à soupçonner James d'être infidèle et engage un détective privé. Hale insista davantage et demanda de quoi Lisa et James avaient discuté cette nuit-là. Lisa a affirmé que James avait voulu se rencontrer pour parler de la meilleure façon de confesser la vérité à Catherine, mais les choses sont rapidement devenues incontrôlables. Elle a avoué qu'elle était venue à la maison, mais qu'elle n'avait aucune intention d'intervenir. Cependant, lorsqu'il entendit les cris, il entra dans la maison et vit Catherine et James se battre.
Selon elle, elle a tenté de les arrêter, mais n'est pas arrivée à temps. Les détectives ont commencé à vérifier son histoire, mais toutes les preuves indiquaient que Lisa se trouvait à l'intérieur de la maison au moment du crime. Des images de surveillance, des analyses de sang et des empreintes digitales ont confirmé sa présence. La question restait, était-elle directement impliquée dans la confrontation ou était-elle simplement témoin? Mais Hale était sûr qu'il cachait bien plus qu'il ne le laissait paraître. Pendant ce temps, les enquêteurs ont examiné les dossiers financiers de James et Lisa. Ils ont découvert que peu de temps avant l'incident, James avait transféré une grosse somme d'argent sur le compte de Lisa. Cela ressemblait à un paiement pour quelque chose, mais la raison n'était pas claire. Hale a commencé à soupçonner que Lisa était impliquée dans un complot plus vaste, peut-être même en orchestrant le crime. Plus tard dans la nuit, les détectives ont reçu une percée de l'équipe médico-légale et ils avaient trouvé un téléphone appartenant à Lisa, caché sous le matelas de la chambre de Catherine et James. Lorsque les détectives ont accédé au téléphone, ils ont découvert des messages textes qui ont confirmé leurs soupçons. James et Lisa avaient prévu d'organiser une attaque et d'en accuser Catherine. Les messages discutaient de divers détails du plan, mais pour une raison quelconque, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Hale réalisa qu'il disposait désormais de suffisamment de preuves pour arrêter Lisa. Il a ordonné son arrestation. Lors d'un interrogatoire ultérieur, Lisa, acculée, a admis qu'il y avait effectivement eu un plan. Elle a affirmé que James avait menacé de la dénoncer si elle ne l'aidait pas à se débarrasser de Catherine. Il a toutefois insisté sur le fait que la fusillade était un accident et qu'il n'avait jamais eu l'intention d'aller aussi loin. Hale savait qu'il était sur le point de résoudre l'affaire, mais une question clé restait. Si Lisa et James avaient tout planifié ensemble, pourquoi le plan a-t-il échoué? Et qui a vraiment appuyé sur la gâchette? Le détective Richard Hale avait l'impression que les pièces du puzzle étaient enfin en train de s'assembler, mais une question cruciale restait. Qui avait vraiment appuyé sur la gâchette et pourquoi le plan de James et Lisa avait-il mal tourné? Les preuves recueillies et les aveux de Lisa indiquaient un complot, mais tous les détails n'étaient toujours pas clairs. Dans la salle d'interrogatoire, Lisa a continué à insister sur le fait qu'elle n'était pas impliquée dans le crime et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de nuire à James. Il a essayé de convaincre les détectives que son plan initial était simplement de mettre en scène un incident pour donner l'impression que Catherine avait attaqué James, mais lorsque la situation a dégénéré, les choses sont devenues incontrôlables. Selon elle, lorsque les combats ont commencé, elle s'est retrouvée sur la touche, ne sachant que faire. Hale écouta attentivement, mais réalisa que Lisa cachait encore quelque chose. Il a décidé d'entamer un dernier examen de l'affaire pour reconstituer toute la séquence des événements de cette nuit-là. Les détectives sont retournés au domicile de Watson, ont soigneusement examiné les images de surveillance et réexaminé la scène du crime pour s'assurer que rien n'avait été oublié. Lors du nouvel examen, les experts légistes ont découvert dans le fusil de chasse un indice petit mais significatif qui était jusque-là passé inaperçu. Une mèche de cheveux a été retrouvée sous la crosse et les tests ont révélé qu'elle appartenait à Catherine. Cette découverte fit douter Hale, peut-être que Catherine avait tenu l'arme avant ou immédiatement après le tir. Cela expliquait également pourquoi son histoire avait été si confuse. Peut-être qu'il ne se souvenait vraiment pas de la façon dont les choses se déroulaient dans ces moments critiques où les émotions étaient vives. Les détectives ont également examiné les enregistrements téléphoniques de Catherine juste avant la fusillade. Ils ont découvert qu'elle avait contacté le détective privé qu'elle avait engagé et fixé un rendez-vous pour le lendemain. Cela a confirmé qu'elle souhaitait sérieusement remédier à la situation et éventuellement tenir James pour responsable de son infidélité. Mais si elle avait de tels projets, pourquoi la situation avait-elle tourné au drame? Hale a décidé de revoir les déclarations de Catherine. Leur objectif était de déterminer si elle avait été manipulée ou si elle avait été impliquée dans le conflit dès le début. Il commença à l'interroger avec plus d'assurance, mais Catherine affirmait toujours qu'elle ne se souvenait pas des détails exacts. Elle a décrit comment elle et James ont commencé à se disputer et comment il a essayé de lui prendre l'enveloppe contenant les photos. Tout est allé trop vite et, à un moment donné, tout est devenu sombre. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, les détectives ont eu accès à une caméra de sécurité dans le salon qu'ils n'avaient pas vue initialement. Il s'est avéré que James avait installé la caméra lui-même, ce qui a donné une tournure inattendue à l'affaire. Les images montraient Catherine et James se disputant. Lisa n'est pas apparue devant la caméra, mais sa voix a été entendue. Elle suppliait James d'arrêter et lui disait qu'il devait résoudre les problèmes de manière pacifique. À un moment donné, James a tenté d'arracher l'enveloppe des mains de Catherine et elle l'a repoussée, provoquant une lutte physique. La vidéo montrait Catherine perdant le contrôle de la situation. James lui attrapa les poignets et à ce moment-là, Lisa courut dans la pièce, essayant d'arrêter le combat. Il s'est placé entre eux, mais a fini par tenir le fusil de chasse. Il semblait qu'il avait l'intention de calmer la situation, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. La vidéo a capturé le moment crucial où Lisa, dans un état de panique, a accidentellement pointé le fusil de chasse sur James pour tenter de lui faire peur.
James a fait un mouvement brusque et c'est à ce moment-là que l'arme a explosé. Catherine s'effondra au sol tandis que Lisa restait figée, le fusil de chasse toujours dans ses mains. Pendant plusieurs secondes, il regarda James qui gisait immobile sur le sol, le visage déformé par une pure horreur. Lentement, il abaissa le fusil de chasse et sortit du cadre. Catherine, tremblante et sous le choc, se releva lentement et appela frénétiquement les secours, la voix tremblante et paniquée. Le détective Hale comprenait désormais ce qui s'était passé. Lisa, prise au milieu d'un conflit qui s'intensifiait, a tiré dans un moment de pure panique, probablement sans même se rendre compte de ce qu'elle faisait. Le plan que James et Lisa avaient élaboré pour organiser une attaque et rejeter la faute sur Catherine avait échoué. Lorsque la situation a atteint son paroxysme, Lisa, envahie par la peur, a perdu le contrôle et la tragédie est devenue inévitable. Hale a décidé de conclure l'affaire en accusant Lisa d'homicide involontaire. Elle a fondu en larmes, insistant sur le fait qu'elle n'avait jamais eu l'intention de nuire, mais les preuves étaient indéniables. Les enquêteurs ont reconnu que même si ces actes étaient dus à la panique, elle savait qu'elle tenait une arme à feu et qu'elle aurait pu choisir de ne pas l'utiliser. Lorsque Catherine a appris toute la vérité, elle a été choquée. Il réalisa que sa sœur n'était pas seulement une participante au plan, mais aussi celle dont les actions avaient finalement conduit à la mort de James. Malgré sa douleur, Catherine a accepté de coopérer à l'enquête et a fourni toutes les preuves nécessaires pour aider la police à clore l'affaire. Finalement, Lisa a plaidé coupable devant le tribunal et a été condamnée à 6 ans de prison pour homicide involontaire et association de malfaiteurs. Catherine a quitté Perth pour commencer une nouvelle vie, déterminée à laisser derrière elle les événements tragiques qui ont marqué à jamais sa famille. L'histoire s'est terminée très différemment de ce que l'un de ses participants avait prévu. Les affaires secrètes, la tromperie et la manipulation sont devenues une tragédie née de mauvaises décisions et de perte de contrôle.